Olivier Delamarche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes associé gérant chez Platinum Gestion et membre des Éconoclastes. Et Olivier, vous nous avez apporté un graphique qui en dit long, selon vous, sur la situation aux États-Unis et le danger qu'il y a à être sur les marchés actions. Ce graphique concerne les investissements en technologie aux États-Unis. Ce sont des variations trimestrielles. Que nous enseigne ce graphique selon vous ? Écoutez, juste de façon factuelle, à chaque fois que les variations trimestrielles ont été en dessous de zéro, négatives, on a eu un épisode non seulement récessionniste, mais aussi, ou en tout cas de ralentissement très fort de l'activité aux États-Unis, mais aussi on a eu sur les marchés, que ce soit en 2001, en 2002, en 2008, en 2011, en 2012, on se retrouvait systématiquement à cette période-là, on se retrouvait sur les plus bas de marché, et notamment sur le Nasdaq. Et là, cherchez l'erreur, vous êtes à moins 10,7 sur le premier trimestre 2014, donc sur le dernier trimestre. Et on est au plus haut. Et on est au plus haut sur les marchés, et notamment sur le Nasdaq. Donc aujourd'hui, on a vraiment quelque chose qui est une petite première, et qui est assez symptomatique des résultats du quantitative easing. Et surtout de la politique de taux bas, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit... Vous nous dites donc que l'investissement ne repart pas aux États-Unis? Non, il ne repart pas aux États-Unis. En tout cas, l'investissement en technologie ou même les CAPEX en général. Les dépenses d'investissement, CAPEX. Voilà, les dépenses d'investissement. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous avez une politique, qui n'est pas d'ailleurs qu'aux États-Unis, mais entre autres aux États-Unis, vous avez une politique de taux zéro. Les taux zéro, c'est le pire d'une politique économique. Pourquoi? Parce que ça fait que les entreprises, au lieu d'essayer d'investir pour des projets rentables, font de mauvais choix d'investissement. Et là, elles font le pire choix d'investissement qu'elles puissent faire, c'est-à-dire qu'elles rachètent leurs propres titres. Donc vous empruntez à zéro, vous rachetez vos propres titres qui normalement ont un dividende qui est compris autour de 3 ou 4%, donc assez facile de se faire de l'argent, assez facile comme ça de faire monter les résultats et les cours de bourse, et les résultats apparents, c'est-à-dire que plus vous supprimez d'actions, plus votre bénéfice par action il va grossir. Mais c'est une apparence, c'est-à-dire que ça ne fait pas monter les vrais résultats en masse, et que aujourd'hui, vous n'investissez pas, et donc il ne faut pas espérer qu'à un moment ou à un autre, vous ayez un retour sur investissement qui soit intéressant. Restons sur l'investissement aujourd'hui. Donc vous nous dites, il ne repart pas aux États-Unis, en dépit du décrochage du premier trimestre. Or, on nous a dit, effet météo, ça va repartir, mais du feu de Dieu dans les mois qui suivent. Ça, vous ne l'observez pas? Non. Mais on n'observe aucun rebond sur quoi que ce soit. Mais sur l'investissement, entre autres, il n'y a pas de rebond. Je vous rappelle quand même qu'il a fait froid quand? Il a fait froid en janvier. Il a fait froid quelques jours en janvier où il a fait super froid. Je suis absolument d'accord avec ça. Mais ça ne bloque pas les décisions d'investissement, que je sache. Donc vous pouvez encore travailler. Les États-Unis ne se sont pas arrêtés pendant 3 mois. Donc, et en février, il n'a pas fait si froid que ça, et en mars, il a fait encore moins froid. Et donc, si vraiment ça avait été le froid, on aurait eu un rebond quasi instantané. Je veux bien que tous les PDG des États-Unis et toutes les boîtes des États-Unis soient restés au fond de leur lit pendant quelques jours, mais à un moment, ils sont bien ressortis, et donc on aurait dû avoir un effet d'élastique, c'est-à-dire une reprise assez forte derrière. Là, rien en février, rien en mars, rien en avril. Alors on va commencer à avoir les premiers chiffres qu'on a de mai qui ne sont pas sur l'investissement, sont pas bons et ne montrent pas une forte reprise. On n'a évidemment pas encore les chiffres du mois de juin, mais c'est trop tôt, on va les avoir là courant juillet. Mais pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de reprise. Mais pourquoi il n'y a pas de reprise?
de l'investissement, parce une société n'investit pas tant qu'elle n'a pas des clients qui viennent lui acheter ses produits. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez leur faire des cadeaux, vous pouvez baisser les taux d'intérêt. Une entreprise n'investit pas parce que les taux d'intérêt sont bas, elle investit parce qu'elle peut vendre. Et donc aux États-Unis, ça ne va pas bien. Pas. Aux États-Unis, ça ne va pas bien, on l'a bien entendu. Mais en Europe, est-ce qu'on sent un frémissement? Parce qu'on partait tellement loin qu'on peut espérer un rebond même mécanique. Et non. Ni rebond mécanique, ni autre. On a eu les statistiques de la BCE sur le mois de mai, qui est le dernier disponible. Enfin, je rappelle quand même qu'avril et mai, ça fait les 2/3 d'un trimestre. Et les prêts au secteur privé en Europe sont passés de -1,8 en avril à -2 en mai, ce qui ne montre pas une progression. Je rappelle que quand c'est moins, généralement ça baisse. Ça ne marche pas dans le même sens que quand c'est plus. Donc, -2% en mai, ce qui veut dire que... Mais ça, on sait que le crédit est en panne, que les prêts au secteur privé ne sont pas bien orientés. La BCE a décidé d'agir avec les LTRO. Vous ne croyez pas à l'efficacité de cette mesure? Non, le LTRO, un LTRO, ça sert à quoi? D'abord, il faut bien savoir qu'il y a une première tranche de LTRO de 400 milliards qui va arriver en septembre. Cette première tranche de LTRO de 400 milliards, elle va servir essentiellement à quoi? À prolonger le premier LTRO. On va arriver à échéance du premier LTRO et il faut pour les banques qui ne sont pas dans un état extraordinaire, surtout les banques du Sud, à se refinancer et donc on poursuit la cavalerie sur les emprunts, c'est-à-dire qu'on emprunte pour rembourser l'emprunt précédent. Là, ces 400 milliards, ils vont servir à ça. Donc ce n'est pas 400 milliards de plus, c'est 400 milliards qui sont la position de 1000 milliards qui n'a pas été remboursée et qui va rouler, c'est tout. Donc on va repartir sur 3 ans, mais avec la même quantité, et donc ça ne changera strictement rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, le premier LTRO n'a pas fait augmenter les prêts ni aux entreprises ni aux ménages. Pourquoi? Parce que ça ne sert pas à ça, et qu'en plus, il faut être 2 pour emprunter. Il faut un prêteur et un emprunteur. Si vous avez des entreprises qui savent qu'elles n'ont pas de débouchés, si vous avez des entreprises qui ont des utilisations de capacité anormalement bas, et si vous avez des clients qui ne sont pas là, vous n'investissez pas. Donc, vous n'allez pas demander à la banque un prêt. Donc, et là, aujourd'hui, on est dans ce cas où on voit que les prêts au secteur privé baissent, qu'on voit les prêts aux ménages qui baissent, 42,8 milliards quand même, c'est pas juste rien. Ça, c'était au mois de mai. Ça, c'est dans l'Europe. Au mois de mai, zone euro. Exactement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des revenus qui baissent, qui n'empruntent pas aux banques pour de multiples raisons. Un, qu'elles ont des revenus qui baissent, donc elles peuvent difficilement rembourser leurs emprunts. 2, elles ont déjà des emprunts. 3, elles n'ont peut-être pas envie de consommer à tort et à travers. Et donc, vous avez une baisse des prêts, vous avez une baisse des revenus. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on peut me raconter, mais j'aimerais bien qu'on m'explique comment quelqu'un qui n'a pas d'argent va arriver à consommer. Alors, on a bien compris le panorama général. On a un investissement en panne aux États-Unis, des dépenses des ménages qui ne seront sans doute pas bien orientés parce que les prêts au secteur privé sont plutôt déclinants en Europe, encore et toujours. Mais je reviens à votre graphique initial, Olivier, parce qu'il est tout de même assez édifiant. En effet, on a une corrélation entre la performance des marchés boursiers et les plus bas en dépenses d'investissement aux États-Unis. Et on voit bien que 2014, la fin de la courbe, est une anomalie. Mais justement, est-ce qu'on n'est pas dans une situation extraordinaire où l'abondance des liquidités fausse définitivement le jeu? Mais il le fausse partout. C'est-à-dire que vous prenez pas que ce graphique-là, vous pouvez tout prendre comme graphique. Vous prenez le graphique du PIB. On n'a jamais eu
un PIB négatif, autant en plus que ce qui a été annoncé là, au premier trimestre américain. On n'a jamais eu un PIB négatif comme ça, avec des marchés au plus haut. Là, on n'a jamais eu des variations d'investissement comme ça et un marché au plus haut. Tant qu'on aura autant de liquidités dans le marché. Et le problème, c'est justement ce raisonnement. Ou alors on pense qu'il n'y a aucune conséquence à rien et qu'on vient d'inventer le mouvement perpétuel. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Ou alors on pense qu'à un moment, à force de faire n'importe quoi, on va le payer. Moi, je pense que toutes les mesures qui ont été mises en place et qui ne sont qu'un artifice, puisqu'elles n'ont que pour but que de faire monter les marchés. Elles n'ont absolument pas pour but de relancer ni l'investissement, ni la consommation, ni quoi que ce soit d'autre, ni l'économie réelle. Donc, je pense qu'à un moment, les marchés, même s'ils sont abreuvés de liquidités, je pense qu'à un moment, les marchés... Ils feront une overdose. Feront une overdose. Et feront une overdose, alors, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le risque n'est pas qu'ils fassent une overdose sur le marché des actions, parce qu'on s'en fiche du marché des actions. C'est un truc accessoire, c'est l'écume de la vague, c'est pas grand-chose d'autre. Là où on risque d'avoir un vrai souci, c'est sur les obligations, mais surtout aussi sur les devises. C'est-à-dire qu'à force d'avoir une offre pléthorique de devises, comme ça se passe par exemple aux États-Unis, où vous avez une offre de dollars qui n'a jamais été aussi importante, et que derrière, on voit qu'en fondamental, on voit que les Chinois traitent avec les Russes pour traiter en roubles et en yuan, et qu'on a de moins en moins besoin de dollars. Quand vous mettez une pénalité de 9 milliards à la BNP, est-ce que vous pensez que la BNP, elle ne va pas chercher à se passer un peu de dollars? Ce n'est pas vraiment une incitation non plus à commercer en dollars. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir de moins en moins de demandes de dollars, alors qu'on a une offre de dollars qui est pléthorique. Donc à un moment ou à un autre, ça, on va le payer. Et on va le payer très cher. Voilà. Et là, je pense que les marchés vont comprendre leur douleur, parce que ça n'est jamais encore arrivé à cette échelle-là. Je vous rappelle quand même que le dollar est la monnaie mondiale, et que s'il y a un pépin sur le dollar, ça risque d'être chaud. Bon, Olivier, on s'en tient là pour cette fois, mais vous reviendrez très prochainement avec un nouveau graphique. Merci. Merci.